Tu m'entends, Cécile? Hmm. Bon, alors c'est moi qui t'entends pas. Tu m'entends ou tu m'entends pas? Tu m'entends, mais moi je t'entends pas. Et là, tu m'entends? Là, c'est bon. Ah ouais, ça. Parfait. C'est, dis-moi, bon, j'ai réfléchi à plusieurs choses. J'ai pas préparé de diaporama. Je sais pas ce que tu avais prévu comme format de discussion. Ben, ça dépend un peu de chaque fois. Il y en a qui font je pense, des diapos, d'autres qui sont plus comme toi avec une discussion. Le, le but, si vous êtes d'accord, en fait, c'est d'enregistrer la session pour que bah, les néons internes puissent la regarder ensuite. Et puis après, bah, on a convié sur nos réseaux sociaux ceux qui voulaient à se connecter, qu'ils puissent participer, enfin regarder le déroulé. Il y avait des questions pour certains intervenants en fonction de leur parcours. Et puis voilà, en fait, le but, c'est vraiment de montrer que quand on s'engage dans le DSU, pas forcément que pour faire de l'urgence, parce que c'est ce qui fait un peu peur. On a l'impression qu'en ce moment, et que du coup, bah, c'est intéressant de voir les profils différents pour mettre ça, quoi. Ouais, ok, Donc, d'accord. éviter. Et du coup, tu as invité qui? Tu as invité Bertrand, j'ai vu, et il y avait qui d'autre? Il y a le docteur Jotte qui fait de l'hyperbarisme, Oui, oui, de la oui. médecine hyperbare. Ok. Et je suis un peu perdue, il y en a un autre. Et un médecin pompier. Oui, exactement, un médecin pompier de Paris, le docteur Travers. Ok, ça marche très bien. Et vous faites une deuxième session le 4 juillet, c'est ça? Le 5 juillet, ouais, dans une semaine. Mais j'ai une place vacante, j'ai pas trouvé, enfin, c'est les vacances de beaucoup, malheureusement. Donc, une place que j'ai pas encore attribuée, mais je perds espoir. Ce serait que pour un petit, D'accord, ça marche. Et sur les délais, la durée, c'est une heure et demie, quoi, c'est ça? on s'est dit, ouais, moi, je partais plus sur une heure. Après, je me doute que ça peut en dépasser, mais pour le principe, un quart d'heure chacun, ça me semble pas trop mal. D'accord, ça marche. Pas que ça dépasse. Beaucoup évoqué bah, le développement, je ne sais pas à votre époque, mais comment vous avez fait pour en arriver à des postes partagés? Vous avez eu accès à des formations complémentaires? Quels a été l'intérêt? Est-ce que vous conseilleriez certaines choses plutôt orientées à la quête, ou plutôt des DU, ou plutôt les deux? Ou finalement, est-ce que ça a été un peu le hasard? Ça peut arriver aussi, je suppose. Et puis voilà. Ok, ouais, ça marche. C'était quand les ECN, tu sais? Oui, ils ont eu les résultats il y a une semaine, et la fin de cette année, c'était il y a 2 semaines. Enfin, c'était un mercredi la fin, mais voilà, ça fait 2 semaines que c'est fini. Ça fait une semaine qu'ils ont leurs résultats là. Et du coup, tous les webinaires un peu de ce style commencent avec les syndicats et les associations cette semaine. Bon, je coupe la vidéo et puis on redémarre quand. Ça marche. Allez, à Bon, tout à l'heure. après, je pense qu'on laissera la vidéo des 4 intervenants sur tout. Et puis, voilà. Oui, ça marche.
Bon, bah, il est 19h30, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vais inviter le docteur Scheffler et le docteur Travers à mettre leur caméra s'ils veulent bien et à allumer leur son et à me dire qu'ils m'entendent. Alors, bonjour, vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Alors je vous entends bien, par contre j'arrive pas à mettre ma vidéo, je sais pas pourquoi. Bon, bah, pas de soucis, vas-y. Il y a un truc particulier à faire ou... Normalement, moi, non. Plutôt de votre côté, juste activation de la vidéo. Ben oui, c'est ça, mais je sais pas pourquoi ça marche pas. Là vous me voyez pas? Non. Comment se fait-ce? Je vais quitter et revenir peut-être. Parce que non, en théorie ça devrait marcher là. Bon, c'est pas très très grave si jamais vous y arrivez pas, aucun souci. D'accord, mais c'est un peu bête. Est-ce que les autres participants vous m'entendez, notamment le docteur Joff qui va nous rejoindre? Et Cécile? Moi, je t'entends très bien, ouais. Bon. Eh ben, écoute Cécile, j'ai l'impression que les autres ont des petits soucis de connexion, donc si tu veux bien commencer, ce serait super. Ouais, bah, avec plaisir. Je commence par me présenter. Je vais juste présenter la réunion au cas où, une première fois. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont là. Le but de cette vidéo, c'est de vous permettre de connaître un peu mieux le DES médecine d'urgence. Donc, on a 4 médecins ici présents qui viennent vous parler de leur parcours, parce qu'ils font des urgences, mais pas que. Ils ont des parcours différents chacun. Ils sont tous là pour vous ce soir pour répondre à quelques questions. Normalement, vous avez pu poser des questions sur les réseaux sociaux en ligne. Je leur ai transmis s'il y en avait. Et puis voilà, on va laisser commencer le docteur Poirot, du coup, qui est très bien. Cécile, je te laisse commencer. Oui, ben, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Donc, je commence cette présentation, lourde tâche. Moi, je suis le docteur Plumereau, je travaille à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Je suis médecin urgentiste, issue des desks de médecine d'urgence. Et Axel m'a proposé de participer, entre autres par rapport à mon parcours un peu à cheval avec la neurologie vasculaire. Voilà. Donc, en fait, à l'issue de ma formation de médecin urgentiste, j'ai commencé à avoir envie d'approfondir une spécialité et grâce à l'ouverture de deux chefs de service lyonnais qui sont le professeur Nigo Gaussian et son successeur, le professeur Chaud, et grâce à Karim Zazaroff, donc chef de service, il existe désormais des postes d'assistants partagés entre les urgences et les soins intensifs neurovasculaires. Et donc, c'est la proposition qui m'a été faite de participer à ce parcours. Et ça s'associe à un DIU, en fait, un DIU de pathologie neurovasculaire qui a été proposé par l'hôpital Sainte-Anne à Paris, qui se tient sur 2 ans, qui est assez complet et qui nous permet en fait d'avoir la possibilité de travailler en tant qu'urgentiste dans des services de soins intensifs neurovasculaires au même titre qu'un neurologue vasculaire. Dans un peu la même lignée que moi, mais il y a eu certains de mes prédécesseurs qui avaient déjà fait ces postes-là, qui aujourd'hui travaillent à l'hôpital de Roanne et qui, entre urgentistes, par exemple, ont ouvert une unité neurovasculaire à l'hôpital de Roanne. Voilà. C'est un peu difficile de parler de soi comme ça, de raconter son parcours, mais en tout cas,
c'est vraiment enrichissant en tant qu'urgentiste d'avoir un peu une surspécialité. C'est quelque chose qui nous permet en fait de mettre à jour les protocoles du service, de faire un peu le lien entre les spécialités et puis d'axer un petit peu son travail hors clinique sur des petits travaux de recherche sur une spécialité euh, qui nous est propre. Voilà. Alors bon, c'est pas tout à fait fini. Moi, j'ai fait ce DIU là de 2018 à 2020. Depuis, je continue à travailler un petit peu aux soins intensifs neurovasculaires. Et puis l'année prochaine, j'avais envie d'aller faire un petit tour du côté de la neuroréanimation. Du coup, j'ai fait le DU neuroréa cette année. Et voilà, donc ça, ce sera encore un monde qui va s'ouvrir. Mais voilà, tout ça, c'est pour dire que quand on a des envies, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, beaucoup de portes qui s'ouvrent, et il ne faut pas hésiter à les franchir. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu, d'abord, est-ce que tu peux mettre ta vidéo si c'est possible, on ne te voit pas. Et est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'organise ton temps entre les urgences et ton poste à venir en neuro? Comment j'organise mon temps de travail, c'est ça? Est-ce que c'est du 50-50? Est-ce que c'est du 30-70? Comment tu arrives à organiser ça? Alors, pour l'instant, c'est pas encore bien organisé. Pour l'instant, en fait, depuis que j'ai fini mon année d'assistanat à l'unité de soins intensifs neurovasculaires, en fait, j'ai repris un temps de travail au SAMU et aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot et je garde un 10% pour lequel je consacre mon travail hors clinique à la pathologie neurovasculaire. Et par ailleurs, j'ai fait la demande de participer aux gardes seniors du service de neurologie vasculaire. Donc, pour l'instant, mon activité, elle se poursuit surtout à travers des gardes et à travers le travail hors clinique et puis l'enseignement auprès des DES de médecine d'urgence et l'accompagnement de thèse également. Ok, et tu parlais du DU neurovasculaire, tu peux nous dire combien de temps c'est et le contenu des modules, par exemple, s'il te plaît? Oui. Bah, le DU, il dure 2 ans. C'est des séances de 3 jours. Il y a 3 séances dans l'année. C'est des séances qui comprennent beaucoup de neuroanatomie, beaucoup. Bah, en fait, c'est un peu les DU. En gros, ils reprennent l'ensemble du corpus scientifique en détaillant les différentes études de l'avènement de la thrombolyse, de l'avènement de la thrombectomie, des essais qui sont en cours, vers où se dirige la spécialité. C'est vraiment très, très complet. Voilà, les modalités d'évaluation, c'est un examen écrit avec des dossiers cliniques comme on a l'habitude. Et puis également la réalisation d'un mémoire ou d'un article scientifique. Voilà. Alors c'est un DU qui est plutôt orienté pour l'instant vers les neurologues. Hein. On était 2 urgentistes lyonnais à le faire sur ma session. Il y a un peu d'autres villes enfin aucune pour l'instant que Lyon qui s'y met, mais je pense que dans les années à venir, les urgentistes ont tout intérêt effectivement à essayer justement de dépasser un petit peu ces frontières parce que la pathologie neurovasculaire, c'est quand même quelque chose auquel on est fréquemment confronté aux urgences. Et puis, il y a plein de choses qui se dessinent dans l'avenir également avec, vous avez sans doute entendu parler des mobile stroke units, qui sont les camions embarqués avec un scanner à l'intérieur qui permettrait en fait de traiter les patients par thrombolyse en préhospitalier. Et donc ça, c'est quelque chose qui est presque du ressort du soin standard dans beaucoup de pays, dont l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, et qui pour l'instant en France n'a pas encore vu le jour. Bientôt sans doute à Paris grâce
professeur Guillaume Turc, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va apparaître dans les années qui viennent et qui sera du ressort des urgentistes, entre autres, quoi. Du coup, ce sera plutôt de la médecine préhospitalière, un type de une mobilité clinique en argumentation avec le SAMU. Ok. J'ai pas compris, je suis désolée. Ce sera le SAMU qui organisera le déplacement de ces mobiles cliniques ou pas du tout? Oui, on peut imaginer. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui est organisé au niveau du système français et donc ça peut être quelque chose qui dépend complètement de l'organisation du SAMU, effectivement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui paraît en tout cas le plus logique dans le système de santé français à l'heure actuelle, hein. Ok. Alors, ce ne sera pas une gestion unique entre médecins urgentistes, hein, bien sûr. Il faut qu'on travaille de pair avec nos collègues neurologues vasculaires, mais oui, en tout cas, si on arrive en France à installer ces camions embarqués là, eh ben, il y a de fortes chances pour que ça parte des SAMU, ouais, effectivement. Ok, super. Très intéressant. C'est vrai qu'en Allemagne et en Suisse, ils le font déjà, en fait. Et ils gagnent de précieuses minutes du fait de leur territoire qui est découpé très différemment du nôtre, en fait. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Est-ce que des participants ont des questions? Ils peuvent nous les envoyer sur le chat, et sinon, on pourra laisser la parole au prochain. Je peux juste rajouter un petit mot parce que je suis la seule femme à présenter et du coup, j'ai l'impression qu'il m'incombe de parler aussi de ça. Et non, je voulais aussi bien parler aux futurs consoeurs et leur dire qu'il ne faut pas qu'elles se laissent décourager par ceux qui leur diraient que c'est pas un métier fait pour les femmes, que c'est un métier passionnant, qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait qu'il y ait pas de place pour les femmes. Et puis c'est tout à fait faisable d'allier aussi bien une vie professionnelle que personnelle épanouie. Voilà. Bon mot pour finir. Eh ben, merci beaucoup, Cécile, de nous avoir parlé de ton parcours et de ce qui est possible pour les urgences et la neuro. Avec plaisir. Peut-être laisser la parole au docteur qui avait l'air de se connecter tout à l'heure. Ou au docteur Stepler, si vous êtes prêt, ou au docteur Joff, peu importe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi, c'est Dr Shepler, éventuellement, je peux être dispo. Eh ben, allez-y, on vous écoute. Ok, vous me voyez? Pas du tout, je sais pas pourquoi je vois personne, moi. Normalement, là, j'ai activé ma vidéo et le son. Moi, je te voyais bien, Bertrand. Ah, bon, bah, c'est que moi. Ok. Voilà, Moi, j'ai loupé le début, là, donc est-ce que tu peux me redire un petit peu qui est connecté, à qui ça s'adresse, là, à qui on parle exactement, que je puisse un peu... Alors, je sais pas exactement à qui on parle, puisqu'il y a un certain nombre de fiches descriptives. Il n'y avait pas d'inscription en amont, mais globalement, c'est un webinaire destiné aux décennies ou alors aux futurs décennies, D'accord. pour les aider à choisir cette spécialité ou alors pour les aider à découvrir un peu plus cette spécialité qui offre pas seulement des postes aux urgences, mais des postes un peu plus partagés, notamment à l'image de Karine Tazaroult qui essaye de démocratiser ça et de faire de plus en plus ce type de poste. Et donc, de montrer que c'est possible de faire des urgences, mais pas que, surtout au vu du climat actuel, qui pourrait être un peu freiner certains et de montrer qu'en fait, il y a plein de possibilités. Voilà. Ok. Ok, bon, bah écoute, merci en tout cas de m'avoir donné la parole. Effectivement, donc moi je suis Dr Shepler, je suis PH actuellement aux soins intensifs cardio et effectivement je suis urgentiste de formation. Et donc on m'a demandé un petit peu de vous parler de ce parcours-là. Ce que je pense qui est hyper important, c'est que il faut voir ce que vous aimez et faire votre carrière en fonction de ça, plutôt que de faire votre carrière en fonction de, vous avez choisi cardiologie, médecine d'urgence, etc. Moi, c'est comme ça que j'ai construit ce que je voulais devenir. Et je pense que c'est hyper important pour tenir dans le temps,
plus que de se faire à des carrières qui existent déjà. Et effectivement, l'avenir de la médecine d'urgence, c'est la médecine d'urgence surspécialisée, en tout cas de mon point de vue. Et donc, effectivement, il faut que vous sachiez un petit peu qu'est-ce que vous voulez avoir comme importance dans votre vie le travail, le temps de travail, la rémunération. Est-ce que vous aimez un travail qui va être stressant, les conditions de travail, la vie de famille, le temps libre, etc. Tout ça sont des éléments pour lesquels il faut avoir un peu une vision à long terme avant de se lancer. Et puis ensuite, il faut réfléchir, à mon avis, à ce que vous aimez. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait. En tout cas, moi, de mon point de vue, j'ai réfléchi comme ça. Moi, j'aimais la médecine générale, la médecine d'urgence. La cardiologie, ça me plaisait beaucoup, mais je voulais pas être un cardiologue qui était bon dans un seul domaine. Du coup, les soins intensifs cardiologiques également et le SAMU. Et de là, j'ai choisi la médecine d'urgence en me disant, je choisis ce qui est le plus polyvalent et qui me permettra de faire un peu tout. Et donc, j'ai fait d'abord mon internat classique. Alors moi, c'est un desk. Mais je suis passé aux urgences en cardiologie conventionnelle. J'ai commencé à tout de suite orienter ma maquette vers de la cardiologie pour commencer à être un peu compétent dans le domaine. Donc la cardiologie, je suis passé en réanimation, ensuite aux soins intensifs cardiologiques. Donc j'ai 2 stages en cardiologie. Et puis après, moi j'ai fait de la pédiatrie et du stage praticien qui sont des stages obligatoires dans ma maquette à moi. Et là-dessus, ensuite, effectivement, j'ai fait ce qu'on appelle un assistanat partagé. Donc, c'est ce qui se fait de plus en plus. Et je pense qu'effectivement, c'est hyper intéressant de faire des assistanats partagés. C'est-à-dire que j'ai fait, au lieu de faire 2 ans urgence SAMU, bah, j'ai fait une année urgence SAMU, donc 6 mois aux urgences, 6 mois au SAMU. Et ma deuxième année, je l'ai fait aux urgences cardiologiques à l'hôpital cardio, 6 mois, et 6 mois à l'USIC de l'hôpital cardio. Et donc, à la fin de ces 2 ans, effectivement, j'ai pu avoir un poste, effectivement, sur les soins intensifs cardio, parce que j'ai aussi fait 2 DU. Ça, c'était une des questions qui étaient posées, c'est quel DU il faut faire. Pour se surspécialiser dans la cardiologie, il y en a 2 qui me paraissent à peu près indispensables. Il y a le DU d'urgence et soins intensifs cardiologiques, qui est coordonné par Eric Bonnefoy sur Lyon, qui lui se fait sur un an. Il est indispensable et à mon avis, il se fait en fin d'internat pour pouvoir ensuite démarrer un assistanat avec déjà des bonnes bases. Et il est tout à fait accessible à des internes en fin de cursus. Il se fait sur des séances de 2 jours. Il y en a 4 ou 5 dans l'année. Contrôle continu et un mémoire. Donc c'est quand même assez exigeant. Mais c'est indispensable si vous voulez un jour, à un moment donné, travailler dans un soin intensif cardiologique. Il le faut. Moi, j'ai encore fait en plus un DU d'échocardiographie qui, lui, se fait sur 2 ans et qui, alors lui, est également indispensable pour travailler dans un soin intensif, à mon avis, rien que pour valider le fait d'être capable de faire de l'échographie de cardiologue et apprendre le Théo. Donc, ça valide vos compétences et ça vous apprend au moins l'échographie transœsophagienne qui est quand même indispensable aux soins intensifs. Donc, 2 DU ce DU-là, l'échocardiographie, je vous conseille plutôt de le faire pendant l'assistanat, c'est sur 2 ans. Et là, c'est 2 ans pas très chargés, c'est des sessions de 3 jours, il y en a 2 la première année, 2 la deuxième année. Par contre, il y a pas mal d'examens, il y a 2 écrits, un oral, où on passe avec des boucles d'écho et on doit les interpréter. Et il y a de la cardiopathie congénitale dans ce début d'échocardiographie. Donc malheureusement, des choses qui ne nous servent pas tous les jours, qui pour autant sont à l'examen. Donc il faut l'avoir parce que ça valide des compétences, mais tout n'est pas forcément hyper pertinent. Mais malheureusement, il n'y en a pas d'autres pour valider des compétences d'échocardiographie. Ensuite, moi, il s'est avéré que c'est une histoire d'opportunité. Je pense qu'il faut le voir un peu comme ça. Moi, je suis arrivé à avoir un poste aux soins intensifs et donc actuellement, je travaille à l'USIC de cardio sur un poste de PHC je continue une activité au SAMU pour garder un pied dans la médecine d'urgence. Je ne fais plus, moi, actuellement, de médecine d'urgence, d'activité d'urgence médicale ou traumato de porte, parce que on ne peut pas tout faire et tout faire bien. Donc, je fais du soin intensif cardio et du SAMU.
Mais ensuite, je pense que chacun, en fait, une fois qu'on a développé ses compétences, bah, chacun développe sa carrière comme il l'entend. Et si vous voulez faire de la porte, continuer à faire de la porte, vous pourrez sans aucun problème une fois que vous avez développé toutes les compétences. Donc finalement, ce que je veux moi vous dire, c'est que je pense qu'il faut plutôt partir de ce que vous aimez faire, vous donner les moyens, développer le maximum de compétences, et une fois que vous serez le plus polyvalent possible, je pense que c'est là que les opportunités s'ouvriront à vous, et vous aurez ainsi, à mon avis, largement le choix d'avoir des postes aux soins intensifs cardio, parce qu'ils sont hyper intéressés d'avoir des gens qui savent faire plein de choses. Et donc, moi, vraiment, ma casquette de médecin urgentiste aux soins intensifs cardio, ça les a beaucoup intéressés, bah, parce qu'on est beaucoup plus polyvalent que le cardiologue formé aux soins intensifs. Donc, je pense que c'est vraiment une carrière, et d'autant plus aussi un point très important, je pense, c'est que pour tenir dans le temps, je pense que l'activité partagée, c'est absolument indispensable parce que la médecine d'urgence, c'est quand même une médecine qui est difficile, qui use. Et donc, je pense que se spécialiser et avoir un 50% quelque part dans un domaine différent où les rythmes sont quand même différents, je pense que c'est la clé pour tenir longtemps en médecine d'urgence. D'autant plus que vos compétences, bah, vous en ferez profiter vos collègues. Avoir un référent en cardiologie dans un service, bah, c'est hyper précieux. Avoir un référent en neurologie, avoir un référent dans plein de domaines. Donc, je pense qu'il faut que vous partiez de ce que vous aimez et ensuite vous surspécialiser. Pour moi, c'est quasiment indispensable pour la médecine d'urgence de demain d'avoir chacun notre petite surspécialisation, notre petit domaine de compétences. Euh, voilà un peu ce que je peux vous dire. Après, si vous avez des questions, bah, dites-moi un petit peu. Je ne sais pas si c'est clair. Vous m'entendez? C'était parfaitement clair, je pense. Ça répondait pas mal aux questions qu'on avait eues sur les réseaux sociaux. Non, mais c'était parfait. C'est très intéressant, parce qu'on a cette image quand on rentre dans le DES de bon bah voilà, je vais commencer aux urgences tout le temps. Qu'est-ce que je vais faire quand j'en serai fatiguée? Et voilà, c'est intéressant d'avoir des points de vue différents. Ouais, clairement, il faut vraiment avoir la vision de. Je pense que la médecine d'urgence, c'est un super choix pour être très polyvalent et savoir un peu de tout sur plein de pathologies. Mais je pense que il faut être hyper compétent dans un domaine et pouvoir apporter une plus-value majeure. Et d'autant plus avoir du coup une activité partagée qui permet vraiment une qualité de vie totalement différente au médecin urgentiste une fois qu'il a trouvé un poste. Après, évidemment, les postes, il n'y a rien de garanti, mais c'est une histoire de se donner les moyens. Une fois que vous avez tous les DU, des années d'expérience dans un service, et ben, les portes s'ouvrent toutes seules, hein, parce que c'est hyper précieux pour eux d'avoir des gens comme ça. Donc. Tout à fait, tout à fait. On a une question, elle porte sur les surspécialisations. Est-ce qu'elles sont accessibles dans toutes les villes? Je pense que déjà, la première chose à dire, c'est que les DU sont pas réservés à une ville. C'est pas parce qu'un DU a lieu dans une ville que vous êtes obligé d'appartenir à cette subdivision-là. Après, peut-être Dr Schupper, vous saurez répondre mieux que moi. Alors, j'ai pas tout à fait compris, c'est quoi par rapport au DU, c'est quoi la question? Est-ce que les différentes surspécialisations sont accessibles depuis toutes les villes d'internat? Alors oui, oui, ça c'est sûr. Après, il y a évidemment, bon, bah, c'est sûr que sans vouloir vendre Lyon plus que les autres, c'est quand même un peu le pionnier Karim Tazaourt de mettre ça en place et de surspécialiser ses urgentistes. Mais c'est clairement à développer partout. Donc même si c'est pas en place, je pense que c'est à vous d'être les moteurs. Moi, j'ai été voir Karim en lui disant que je voulais me spécialiser en cardiologie et il a ouvert des portes. Et je pense qu'il faut aller voir vos coordonnateurs et leur dire, voilà, moi je veux faire de la pédiatrie, de la neurologie, ce qui vous branche. Et vous faites les DU, vous allez dans les services et puis tout va s'ouvrir. Donc c'est clairement faisable de partout. Ensuite, pour les DU, le DU d'USIC, il est à Lyon. Alors maintenant, avec le Covid, il est très par visio, donc il n'y a plus beaucoup, mais c'est clair qu'il est à Lyon et Grenoble. C'est un DU un peu hyper spécialisé. Les gens viennent d'un peu partout pour le faire. Donc lui, il est à Lyon. Donc il faut malheureusement se déplacer pour ce qui est des parts sur place. Mais moi, quand je l'ai fait, c'était sur place. Maintenant, je pense que cette année, il y a quasiment tout qui est en visio
Donc, il y aura juste l'examen, quoi. Donc, c'est accessible clairement de partout. Les DU d'échocardiographie, il y en a de partout. C'est pas, ça, c'est juste pour valider vos compétences. Donc, c'est pas. Par contre, l'USIC, il est qu'à Lyon. D'accord. D'ailleurs, sur le site de la GIMI, on a une liste des DU qui sont disponibles en fonction des villes et en fonction des surspécialisations. Donc, je vous invite à les regarder. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe au prochain médecin. Je vous remercie pour votre intervention. C'était super éclairant et motivant pour tous, je pense. Merci. Est-ce que le docteur Travers ou le docteur Joffre veut prendre la parole? Je peux parler. Hop. Alors, j'ai réussi. Bonjour à tous. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon, je vous entends bien. D'accord. Bonjour à tous. Alors, je vais changer complètement de contexte. Stéphane Travers, je suis médecin urgentiste militaire. Certains d'entre vous, selon vos facs d'origine, ont peut-être croisé des médecins militaires. On forme une centaine de médecins militaires par an, par le cursus un peu direct avec une école de santé qui est à Lyon, un internat dans plusieurs CHU. Donc des études en milieu civil, mais complétées, alors en milieu civil avec 80% de DES de médecine générale et puis une orientation vers les différents DES, dont la médecine d'urgence, complétée par des formations spécifiques militaires dans différents domaines. Donc moi, juste pour me présenter, j'étais à Lyon et j'ai fait un cursus mixte en alternant BSPP, donc je me suis spécialisé en médecine d'urgence. J'étais dans la génération qui était d'abord généraliste puis urgentiste. Et j'ai fait un cursus à peu près mixte avec des postes en alternance à la BSPP à Paris, donc chez les pompiers de Paris, et dans différentes unités militaires en soutien des opérations extérieures en particulier. Et donc juste sur le plan recrutement, même si je suis pas spécialement là pour ça, mais donc il y a un pool de médecins militaires qui sont formés à l'école de santé à Lyon, et puis on recrute des médecins soit en cours d'études, soit déjà formés, avec des statuts alors soit à temps plein pour quelques années ou toute une carrière, ou soit sous statut de réserviste. On a pas mal de médecins, beaucoup de médecins urgentistes notamment qui sont réservistes, c'est-à-dire qui ont un poste dans le civil et qui font des missions en plus pour les armées. Je peux vous parler 3 minutes du service de santé en général avant de faire un focus sur la BSPP où je suis actuellement. Donc les missions du service de santé en général, pour ceux qui connaissent pas, c'est de soutenir les militaires à la fois en opération extérieure. Donc il y a des médecins, notamment urgentistes, dans des unités au Mali ou dans différents théâtres d'opération, sur des bateaux, dans les sous-marins, sur des bases aériennes, un petit peu partout. Donc dès qu'il y a des militaires quelque part, il y a des médecins pour les soutenir, soit au sein des unités, soit dans des structures chirurgicales, ou soit de campagne, qui sont déployées, par exemple, au Mali en ce moment, ou soit dans des hélicoptères. Donc c'est souvent là qu'il y a des urgentistes, notamment, pour aller prendre en charge les blessés sur le terrain et les ramener dans les structures chirurgicales de campagne, ou après la prise en charge en structure hospitalière, pour les ramener en métropole. La stratégie française, c'est un petit peu 3 piliers. C'est de mettre des médecins au plus près des combats, c'est de mettre des structures chirurgicales au plus près des combats, et c'est de rapatrier les blessés en post-op immédiat dans les structures en métropole. En moyenne, pour vous donner un chiffre, un blessé de guerre actuel en opération extérieure, 25 heures après la blessure, il est à l'hôpital Percy à Paris, avec donc toute une chaîne d'évacuation depuis le terrain jusqu'à l'hôpital Percy. Et pour ce qui concerne les médecins urgentistes, donc des postes sur le terrain, des postes en cours d'évacuation sanitaire, et des postes en métropole, bien sûr. Alors en métropole, où sont employés les médecins urgentistes militaires, donc soit dans les hôpitaux militaires, il y en a 8, et vous en connaissez sûrement certains en fonction de vos origines géographiques. Et puis, particularité historique, les pompiers de Paris et Marseille sont militaires depuis 2 siècles maintenant. Et donc on est 68 médecins à temps plein à la BSPP, donc chez les pompiers de Paris, dont 57 urgentistes ou quelques anesthésistes réanimateurs. Donc pour vous décrire un petit peu la BSPP, puis je serai bref pour répondre à vos questions surtout. Donc c'est une unité très particulière, puisque donc est une unité militaire dont la mission est de soutenir les 4 départements de Paris et la Petite Couronne, avec toute une partie qui est quand même très très similaire à ce que vous connaissez ailleurs donc c'est de l'urgence préhospitalière,
avec des ambulances de réanimation qui ressemblent beaucoup à des SMUR. Il y en a 7 tous les jours pour les pompiers de Paris. Une partie régulation, enfin coordination médicale, on appelle ça, mais donc régulation pour les 4 départements depuis l'état-major des pompiers dans le 17e arrondissement. Ensuite, il y a toute une partie qui ressemble aussi beaucoup à ce qui se fait ailleurs, mais dans un contexte un petit peu spécifique. Tout ce qui est formation, enseignement, organisation, préparation des situations sanitaires exceptionnelles, démarche qualité, analyse des retours d'expérience, revue de mortalité, ou recherche scientifique. On a une section scientifique qui essaie de mener des travaux pour améliorer les pratiques. Donc toute cette partie-là qui ressemble à ce que vous connaissez dans les SAMU-SMUR, qui est un petit peu le contexte un petit peu spécifique, parce qu'une particularité d'une unité comme la BSPP, c'est qu'en fait dans la même unité, il y a à la fois le centre de réception des appels, les équipes secouristes, les équipes médicales, toutes les équipes spécialisées de sauvetage des blêments, de NBC, etc. Donc il y a une espèce de prise en compte globale qui est assez passionnante. Et puis il y a des missions un petit peu plus spécifiques. Il y a chaque jour un médecin de la BSPP qui soutient la BRI, les brigades de recherche et d'intervention. Et puis des opérations extérieures, on a à peu près en permanence au moins un binôme médecin-infirmier en opération extérieure dans les hélicoptères Medevac, donc actuellement au Mali, un médecin, un infirmier de la BSPP, et puis on se relève tous les 3 mois, et puis quelques missions supplémentaires de temps en temps. Donc voilà, pour le recrutement, c'est certain. Alors, dans le recrutement, on a un tiers de médecins civils, un tiers de médecins militaires issus du service de santé des armées et un tiers de médecins militaires issus du civil qui s'engagent, je vous le disais, pour 3 à 5 ans. Alors, soit pour 3 à 5 ans seulement, il y a un cursus de formation sur 3 ans. Un médecin qui arrive est validé sur 3 mois avec un petit cursus sur 3 mois avant d'être validé, puis un cursus progressif sur 3 ans. Donc, certains sont intéressés par ce cursus de formation et continuent une carrière ailleurs. Et puis, certains nous rejoignent et font une carrière beaucoup plus longue, soit à la BSPP, soit au sein du service de santé des armées en général. Et puis je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure parce que c'était judicieux. C'est vrai que là, le hasard fait qu'on ait plus d'hommes, mais il y a exactement 50% de femmes parmi les médecins militaires. Donc c'est absolument pas masculin. C'est tout à fait mixte actuellement. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Je ne sais pas si vous avez accès au chat sur le côté, vous. Il y a une question de Lara. Si vous voulez, je peux vous la lire. Oui, je la vois. Les interventions. Alors là, hop, je la lis en entière. Pouvez-vous nous parler plus en détail de la formation médecine militaire, cours exercices? Les interventions sont surtout en dehors de la France ou globalement la majorité se situe sur le sol français? Alors là, c'est un petit peu, il y a 2 réponses différentes suivant donc la médecine. En dehors de la BSPP, c'est plus les missions, les opérations sont plutôt à l'étranger. Donc les médecins urgentistes, je vous disais, sont employés notamment dans les services d'urgence des 8 hôpitaux militaires et déployés en mission à l'étranger. La BSPP, le théâtre d'opération principal, c'est les 4 départements de Paris et la Petite Couronne. Donc conjointement avec les SAMU 75, 92, 93 et 94, plus la participation à des opérations extérieures. Et pour la formation, alors la formation médicale est celle du DES d'origine, donc de médecine d'urgence pour les urgentistes, avec des stages en plus. Alors les médecins militaires d'actifs font 5 mois de stage à la fin, euh, très tournés vers la médecine d'urgence, la médecine opérationnelle, notamment risque NRBC, etc., mais aussi médecine du sport. Ça, c'est pour la formation avec des stages de simulation dans la formation initiale. Et ensuite, tous les 3 ans, il y a un petit cursus avec une formation continue tous les 3 ans en simulation et avant chaque déploiement à l'étranger. Pour la partie médicale. Et puis, il y a toute une formation plutôt en fonction des unités que l'on soutient. Un médecin chez les parachutistes fera du parachute, un médecin chez les chasseurs alpins fera de la montagne, etc., etc. Alors, les médecins réservistes partent-ils aussi en mission à l'étranger? Alors, oui, oui, tout à fait. Avec, alors, au prix d'une petite formation. Alors, en fonction des missions, il y a certaines missions qui demandent assez peu de formation, finalement. Si on est projeté dans un hôpital de campagne très confortable, finalement, la formation, il y a quand même une formation minimum pour être autonome en sécurité, mais assez courte. Et puis, si on est projeté dans des plus isolés, il y a des formations plus longues. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions du chat. Merci beaucoup, c'était très clair. C'est vrai qu'on n'en parle pas, on nous en parle
pas beaucoup dans notre cursus. Bon, à Lyon, on nous en parle beaucoup puisqu'on fait l'externat avec les médecins militaires, mais c'est vrai que sinon, on n'est pas trop informés sur le sujet. Alors, si je comprends bien, passer d'urgentiste civil à militaire, c'est facile. Ah ben, on recrute, oui, oui, on recrute. Alors, comme tout le monde peut-être. Mais oui, oui, quelle que soit la spécialité, un médecin peut s'engager. Alors, je vous le disais, soit à temps plein, il y a des statuts de temps plein. Alors, faut pas venir pour faire de la contre-pub ou pour, pour dire les choses. Faut pas venir pour le temps de travail, on travaille plutôt un peu plus qu'ailleurs. Faut pas venir pour le salaire, qui est sûrement pas mieux qu'ailleurs. En revanche, c'est une aventure humaine assez passionnante. Donc on recrute ceux que ça intéresse. Ouais. Et est-ce qu'un interne civil peut faire un stage chez vous en parallèle? Alors, oui, oui, on reçoit des internes tous les semestres. On reçoit des internes tous les semestres. Alors pour la région parisienne, c'est sur sur le choix habituel. Et on reçoit quelques interchus. Enfin, régulièrement, on a plusieurs internes par semestre. Ouais. Et vous recevez à Toulon ou pas du tout? Pardon? Vous recevez des internes au niveau de Toulon ou pas du tout? J'ai mal compris. Est-ce que vous recevez des internes sur l'hôpital de Toulon ou pas? Le Tenon, alors pour les docteurs, le Tenon, c'est ça? Pour le docteur junior, on a un combo avec l'HEGP. Et on a enfin, voilà, pour le docteur junior, c'est avec l'HEGP ou bien en interchu. Eh ben, parfait, merci beaucoup Ouais, pour Toulon, c'est votre... en interchu, c'est ça. Ouais, Toulon, c'est en interchu. Enfin, on a quelques internes en interchu, tout à fait. Question peut-être plus personnelle. Quelles ont été vos motivations pour vous orienter dans cette voie? Ben moi, alors, c'est toujours difficile de se demander, de revenir rétrospectivement sur nos motivations à 18 ans. Moi, je voulais faire de la médecine d'urgence. Je connaissais pas du tout l'armée, mais j'avais l'image d'un milieu. J'avais déjà envie de voyager. J'étais déjà intéressé par les pompiers de Paris. Donc tout ça mis bout à bout, j'ai ouvert la porte et j'ai jamais regretté. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Avec Répondre à plaisir. ces questions. On va peut-être laisser la parole au docteur Joffre, le dernier intervenant de ce webinaire. Bonsoir, vous m'entendez? Très bien. Ok, bon, bah, je vais faire bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité. Alors, c'est pas Axel ni Karim Tazarourt qui m'ont demandé de venir, hein. C'est Anthony Mazot et Landry Jacquet qui sont mes collègues en médecine hyperbare et qui sont également urgentistes dans le groupement des urgences d'HEH, qui souhaitaient intervenir sur la médecine hyperbare et l'un travaille et l'autre est en train de travailler, donc c'est moi qui m'y colle en fait. Voilà. Alors, je vais être rapide parce que si vous remplacez neurovasculaire et puis USIC, hein, les deux orateurs précédents, par médecine hyperbare, vous avez peu ou prou les mêmes trajectoires et un petit peu les mêmes motivations. Et puis un clin d'œil à Stéphane Travers, en même temps d'être praticien hospitalier et en charge du département du centre de médecine hyperbare. Je suis également médecin de réserviste en gendarmerie. Et mes compétences en médecine hyperbare, je les mets au profit depuis déjà de nombreuses années pour les plongeurs de la gendarmerie, puisque les accidents de plongée relèvent de la médecine hyperbare. Et mes compétences d'urgentiste, je les mets également au profit des unités de gendarmerie, lorsqu'il y a des interpellations qui sont un petit peu difficiles ou des médecins de l'ordre un petit peu soutenus. Voilà, je m'appelle Thierry Joffre, alors je pense que je suis un peu plus âgé que les trois précédents. Moi, je suis médecin urgentiste depuis le début des années 90. Début des années 90, 92, c'est la seniorisation des urgences avec une jeune société qui s'appelle la SFUM à l'époque et qui va donner la SFMU après. Et mes motivations, je vais essayer de reprendre des questions, hein, ça évitera de faire, c'est que j'avais le cursus médecine générale. Je me retrouvais en milieu urbain puisque ma vie familiale a fait que mon desiderata initial de médecin à la campagne s'est un petit peu éloigné. Et médecine générale en milieu urbain dans les années 90, c'était, on va dire, pas très intéressant sur le plan intellectuel. Du coup, je me suis rapidement orienté sur de la réanimation et puis surtout sur la médecine d'urgence avec une CAMU et
puis ensuite passer le concours des praticiens hospitaliers avec un cours en oral, et puis une prise de fonction de poste au milieu des années 90 à l'hôpital de la Croix-Rousse, où on a monté le service des urgences avec un autre médecin. Et après 20 ans de médecine d'urgence, je me suis orienté vers la médecine hyperbare. Qu'est-ce que je peux retenir? C'est un peu les mots qui ont été donnés. Il faut savoir que cette médecine d'urgence, c'est quand même assez polyvalent. Et on vous demande, surtout depuis que ça a été seniorisé, hein, c'est le rapport Stec de 1992, seniorisation des urgences, civiles ou militaires, hein, derrière ça a suivi. Donc c'est un peu l'élément fondateur cette année-là. C'est cette polyvalence qui est intéressante et qui permet en fait d'une part de bien vieillir, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur un monorail, hein, moi c'est mon avis personnel et c'est un peu comme ça que j'ai un petit peu dévié, de garder toute notre expérience et de ne pas faire un autre métier, une reconversion qui n'a rien à voir, que la plupart des collègues ont fini en médecine du sport ou en gériatrie. Alors gériatrie, ça peut être intéressant parce que dans les services d'urgence, dans les SO, souvent on a une moyenne d'âge qui est souvent un petit peu élevée, hein, le vendredi soir surtout. Et derrière, cette polyvalence a amené un petit peu à la surspécialisation. C'est un petit peu le mot qui est revenu des deux premiers orateurs. Moi, j'ai appelé ça diversification. On s'aperçoit rapidement que médecin urgentiste, on acquiert de l'expérience. On va récupérer des techniques qui ont été abandonnées, entre guillemets, par d'autres spécialités. Bon, il y a l'électrocardiogramme, la radiographie pulmonaire dans les années 2000, et puis après, il y a les modes de ventilation partielle. Et puis, il y a l'échographie. Hein. L'échographie, il y a 20 ans, il n'y avait aucun échographe où on ne faisait pas d'échofast aux urgences. Et puis, ça s'est développé larga manu parce qu'il y avait un réel besoin pour les médecins urgentistes qui devenaient de plus en plus seniorisés d'acquérir cette technologie. Donc, la médecine d'urgence, c'est une sorte de pieuvre qui va récupérer des niches et qui récupère pour finalement, par curiosité, hein, le mot a été employé tout à l'heure, finalement, devenir intellectuellement très compétent et pouvoir répondre à cet univers, à des réponses ou à des questions dans cet univers chaotique qui est l'extra-hospitalier d'une part, et puis surtout les SAU d'autre part. Donc cette diversification, elle est essentielle, elle permet de bien vieillir, et après avoir fait une vingtaine d'années, j'étais intéressé, moi, par tout ce qui était mécanique des fluides. Hein. Au tout début, j'avais fait de la réanimation et c'est vrai qu'elle est pas disséquer, mais ouvrir le corps des premiers respirateurs de réanimation, c'était assez sympathique. Je me suis orienté vers la médecine hyperbare et il y a une dizaine d'années, enfin il y a un peu plus de 12 ans, j'ai passé le DU de médecine hyperbare. Et puis, au bon moment, au bon endroit, avec un prédécesseur qui avait fait un peu le vide autour de lui. Il n'y avait personne pour reprendre ce service, qui est au pavillon N sous-sol, hein, et qui est toujours au pavillon N sous-sol. J'ai récupéré, en fait, j'ai eu l'opportunité, il faut être un petit peu opportuniste de temps en temps. Eh ben, c'est un peu comme mes collègues urgentistes qui sont allés récupérer des échographes pour faire les premières échos dans les SOV ou dans les UHCD également. Je me suis intéressé, j'ai passé le DU de médecine hyperbare. Historiquement, la médecine hyperbare, c'est tenu par la SRLF, c'est une technique hospitalière qui relève à partir des années 80-90 de la réanimation polyvalente, hein, qu'on soit en MIR ou qu'on soit en réanimation chirurgicale. Mais simplement, à partir des années 80, il y a eu des indications qui ont été validées en médecine hyperbare et on s'aperçoit que des indications d'urgence, une demi-douzaine, ce qui correspond à peu près à 30% de notre patientèle, on peut développer et on anime et on fait beaucoup de choses à travers des indications qui ne relèvent plus de la médecine d'urgence, qui sont de la réparation tissulaire, qui sont de la cicatrisation. Et à travers ce DU, donc j'ai récupéré et j'ai gardé, j'ai mis à profit en fait mes 20 ans de médecine d'urgence pour faire de la médecine hyperbare. Donc, devenir médecin hyperbariste, aujourd'hui, je pense que c'est une opportunité sur l'équipe des 9 médecins que j'anime, hein, mes collaborateurs. J'ai plus qu'un seul anesthésiste réanimateur, j'en avais 2 il y a quelques mois. Les autres, c'est essentiellement des médecins urgentistes qui ont diversifié ou qui vont se surspécialiser, notamment en médecine hyperbare, avec un certain pourcentage de temps pour faire de l'extra-hospitalier, du CRA ou du SMUR, un certain pourcentage de temps pour faire de l'intra-hospitalier, que ce soit de l'UHCD, de la post-urgence ou de la SAUV, et puis derrière un pourcentage qui est pas anodin pour faire de la médecine hyperbare. Alors la médecine hyperbare,
Si vous êtes intéressé, il faut passer par les DU. Il y a à peu près une vingtaine de centres, on va dire 22 ou 23 avec les territoires ultramarins. C'est essentiellement dans les grands CHU, hein. Pour être médecin hyperbare, il faut avoir des compétences en réanimation parce qu'on prend des patients intubés ventilés, que ce soit des embolies gazeuses, des gangrènes gazeuses, des intoxications au monoxyde de carbone grave. Il faut avoir avoir un petit peu des notions on va dire, de médecine intensive. Et puis derrière, on fait de la réparation tissulaire. Donc derrière, j'ai complété rapidement, après le DU de médecine hyperbare, par des DU de plaie de cicatrisation et des DU de brûlure. Bon, tout ça pour la petite histoire. À Lyon, vous arrivez à faire tout ça et on a même des Parisiens qui viennent, puisque c'est également une spécialité civilo-militaire, hein. Pour Stéphane Travers, je travaille pas mal avec les collègues de Toulon-Sainte-Anne qui sont militaires puisqu'ils reçoivent des patients et on fait pas mal de choses. Dans les choses, et je travaillais éventuellement avant un petit peu avec le Val-de-Grâce qui avait un caisson hyperbare à Paris et qui a fermé. En tout cas, c'est une opportunité pour les juniors de se dire je peux bien vieillir, hein, le mot a été dit, il faut absolument que je me diversifie ou que je me surspécialise. Parce que après-demain, je peux travailler dans un centre de médecine hyperbare, parce qu'après-demain, je peux être référent, le mot a été employé également, dans un CRA ou dans un SAMU départemental. Il y a un centre de médecine hyperbare pour 17 départements, hein. On fait plus que la région Auvergne-Rhône-Alpes, là, dans notre bassin sanitaire. Et d'avoir un médecin urgentiste, praticien hospitalier, c'est-à-dire qui fait partie de l'équipe d'encadrement, qui est référent avec les clubs de plongée du département incriminé ou avec les sapeurs-pompiers sur des indications de médecine hyperbare, c'est de la stratégie en fait gagnant-gagnant. Donc je reviens, hein, les mots, c'est vraiment la diversification pour bien vieillir et pas s'orienter après 20 ou 30 années d'urgentologie, aller faire autre chose. Je vous ai dit, hein, informatique médicale c'est bien, médecine du sport c'est bien, mais vous ne valoriserez pas toute cette expérience que vous avez acquis. Il y a juste un bémol. Alors, si c'est facile de signer un contrat avec le service de santé des armées, bah, très bien. Bon, il y a quand même l'aptitude initiale à passer, hein. Pour être la médecine hyperbare, il faut également être en bonne forme physique, hein, travailler en pression dans tous les sens du terme et se faire comprimer en hyperbarie. Ça peut engendrer des petits problèmes d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance respiratoire. Et donc, on passe à la médecine du travail de manière régulière. Et je suis navré, j'ai un sexe ratio à 40% qui s'est abaissé brutalement parce que les femmes enceintes au niveau de la médecine du travail et de la médecine hyperbare, c'est une contre-indication pour mes collègues. Donc voilà, donc le sexe ratio bouge un petit peu. Mais nous, on est ouvert à tout le monde. On passe également, pour terminer, il nous faut ces diplômes. Ça, c'est du côté du ministère de la Santé. L'aptitude au travail, c'est important, hein, c'est pas anodin. Vous pourrez en discuter avec les urgentistes d'HEH pour ceux qui travaillent avec moi sur le centre de médecine hyperbare. On passe également, et là on dépend du ministère de l'Emploi et de la Solidarité, du ministère du Travail. On passe en fait une capacité ou un certificat d'aptitude hyperbare qui nous permet en fait d'avoir le permis de conduire, c'est-à-dire le permis de pilotage pour gérer une séance, c'est-à-dire pour piloter, pour comprimer, décomprimer un patient, pour plonger entre guillemets, c'est-à-dire se mettre sous pression avec un patient, et puis de connaître un petit peu tous les automatismes et toutes les procédures dégradées en cas de problème vis-à-vis d'un patient, en cas d'un problème technique. Voilà, je peux pas vous en dire plus, j'attends les questions, mais grosso modo, de ce que j'ai entendu, et c'était tout à fait intéressant, hein, que ce soit le neurovasculaire, l'USIC, et puis à un moindre degré, parce qu'on fait du civilo-militaire, mon collègue urgentiste de la BSPP, je pense que la médecine hyperbare est vraiment en synergie, est vraiment en phase, et ne doit pas être finalement éliminée lorsqu'on est au niveau des DES, qu'on n'a pas encore 40 ans, c'est qu'il y a une opportunité à prendre en charge. Ça doit faire partie d'un plan de carrière, surtout si votre plan de carrière s'intègre dans un département où il y a un centre de médecine hyperbare. J'ai terminé. Eh ben, merci pour cette intervention hyper motivée, motivante et super sympa. Vous en avez beaucoup de patients qui se relèvent de ce genre de soins par jour à peu près? En fait, vous avez un problème de micro ou d'audio. Je vous entends très très mal. Je vous entends 3 sur 5.
Est-ce que vous pourriez nous dire à peu près combien de patients par jour vous recevez? Si quelqu'un a compris la question, bah, qu'il prenne la parole, hein, il n'y a pas de problème. Combien de patients vous recevez par jour? Excusez-moi, ouais, d'accord, ok. Donc on a une patientèle annuelle de 500 patients. Je vous ai dit 30% de MU ou de réanimation. C'est essentiellement des intoxications graves, c'est les embolies gazeuses qu'on reçoit, et puis les accidents de plongée. Et du côté, ça c'est pour la MU, hein, et du côté de l'AREA, on reçoit ces mêmes choses, hein, parce que souvent ce sont des patients qui sont intubés, ventilés, les embolies gazeuses quand ça sort de CEC, ou quand il y a eu un problème en radiologie interventionnelle, souvent ça se passe pas très bien. Et du côté de l'AREA, on a une quatrième indication d'urgence, c'est toutes les fascites nécrosantes et gangrènes gazeuses qui, en principe, ne passent pas, enfin, au tout début, au moins dans la prise en charge, ne restent pas ou ne transitent, enfin, transitent par un service d'urgence, mais ne restent pas après en UHCD. Là, on est sur du sepsis grave. On fait à peu près 8 à 9 000 séances annuelles. Une séance, en gros, ça dure de 2 à 6 heures. On est surtout sur des séances de 2 heures. Et chaque jour, pour répondre à la question, on reçoit à peu près, enfin, on comprime à peu près une trentaine de patients. On travaille 24/7. On assure un bassin sanitaire de 10 millions d'habitants, puisqu'il y a un centre de médecine hyperbare avec un vecteur de distance d'environ 200 km sur un rayon. C'est-à-dire, je travaille avec 5 CHU, 35 services d'urgence ou de réanimation. Je travaille avec Chalon-sur-Saône, Dijon. En sud, on s'arrête un petit peu, il y a un peu plus chez mes collègues marseillais, avignonnais, là où on va trouver, et mes collègues militaires hein, de Toulon. Il y a beaucoup de centres hyperbares, parce qu'historiquement, c'est issu de la marine. Donc on s'arrête à Montélimar. Du côté est, on s'arrête à Annecy. Donc là, on a mis en place des référents sur le SAMU 74 qui nous aident bien, puisqu'on a également des indications en médecine de montagne, hein, notamment les gelures. Bon, je vous en ai pas trop parlé. Et après, c'est le caisson de Genève. Et du côté ouest, c'est un peu le désert. On prend Clermont-Ferrand, Montluçon, on va jusqu'à Guéret, donc la Creuse. Et après, c'est mes collègues du centre hyperbare d'Angers, de Bordeaux qui prennent le relais. Donc 30 patients qui viennent souvent de très très loin. Est-ce que j'exerce de la médecine hyperbare exclusive? Oui, depuis moins de 10 ans, puisque en prenant la chefferie du centre de médecine hyperbare, on a multiplié par 4 l'offre de soins et la direction de pôle, hein, donc Pierre-Yves Guignot, et puis derrière, j'ai été rattaché au département des urgences de Karim Tazarout, parce qu'historiquement, je relevais de la réanimation. On m'a demandé en fait d'augmenter l'activité, hein, c'est-à-dire de gérer, enfin, que mon service soit entre guillemets rentable. Et derrière, je fais quasi exclusivement de la médecine hyperbare. Je fais également de l'enseignement, hein. On n'a pas parlé de l'enseignement et de la recherche. La recherche est à un degré débutant en médecine hyperbare. C'est pas évident de faire des essais cliniques dans des caissons pour des questions d'éthique et ensuite bon, beaucoup de choses. On va pas rentrer dans les détails. Et par contre, on enseigne pas mal. Par contre, mes 8 autres collègues sont absolument mutualisés dans les départements et gèrent, en plus de leur vie de privée, 3 plannings. Celui du SAMU, quand ils sont au SAMU, et ils sont quasiment tous au SAMU, celui des urgences, d'HEH, et celui du centre du caisson. Merci de me parler de la médecine hyperbare qu'on ne connaît pas. Vous avez un DU hein, qui est ouvert. Vous pouvez vous rapprocher de Landry Jacquet qui l'anime, hein, qui est coordinateur local. Il dure à peu près 1 an, donc il dure quand même un peu moins longtemps que le DU neurovasculaire, hein, si j'ai bien compris. Il est pas très cher. Bon, il y a quand même un mémoire, des heures de cours et un stage à faire. Et à l'issue de ce DU, vous avez la possibilité, alors ça peut être intéressant, de prescrire d'une part, si vous travaillez en centre de médecine hyperbare, d'assurer des consultations. Si vous êtes médecin libéral ou urgentiste dans le privé, c'est ce qu'ont fait certains de mes collègues qui travaillent dans des services d'urgence privés, ils ont ouvert des consultations de médecine de plongée pour les plongeurs loisirs, ce qui permet un petit peu de diversifier, de faire des suites de soins entre guillemets, en tout cas de la consultation libérale, et on fait également de l'expertise. Donc tout ça, vous avez le DU, vous avez, je pense qu'à Lyon, c'est assez dynamique, hein, on l'a déjà dit. Il n'y a pas de problème, hein, je pense que Landry vous répond. Après, moi j'ai une boîte aux lettres CHU, normalement j'ai une réactivité à 48 heures, donc je réponds à toutes les questions par mail sans problème. Eh bien, merci beaucoup pour tout ça.
Donc le DU de médecine hyperbare, je réponds encore une dernière question, je sais pas si c'est voilà. Donc le DU de médecine hyperbare nécessite forcément un DU de réanimation ou une formation dédiée à la réanimation en plus. Pas forcément. Je pense que je vous l'ai dit tout en préambule, hein, je suis allé rapidement, je voulais pouvoir vous faire l'historique de la MU. 1992, c'est le rapport Steck. Il faut voir qu'à 92, les urgences, c'est chaotique, hein. Il y a des internes qui descendent, qui sont pas forcément des internes de spécialité ou qui ont l'habitude de travailler. Il y a des médecins, on va dire, praticiens hospitaliers, ben, un peu fatigués. Quand on est dermatologue et on vous dit que vous allez passer la nuit à accueillir des urgences, vous voyez à peu près ce que ça peut donner maintenant. Donc il y a eu finalement une structuration, une modélisation. Et maintenant, pour avoir le DU de médecine hyperbare, on nous demande simplement d'avoir la thèse de médecine ou alors des autorisations spéciales, hein. On prend des infirmiers hyperbaristes. En tout cas, c'est un DU qui est ouvert normalement parce que ça, c'est la faculté qui gère. En termes réglementaires, c'est ouvert normalement à des doctorants. Enfin, à des gens qui ont qui sont Thésée, je vais y arriver. Par contre, on ouvre également au docteur junior et puis on ouvre également sur des semestres d'interne de MU maintenant, hein, DES, puisque dans le DES, on est sur une filière et normalement, à partir d'un certain nombre de semestres, on a validé certains acquis en médecine intensive. C'est la même chose pour les DESAR, c'est la même chose pour les gens qui vont faire un desk de réanimation médicale. L'autorisation est individuelle. Ce qu'on demande simplement, c'est d'avoir des prérequis lorsqu'on rentre en médecine hyperbare sur des pathologies de prise en charge. Si vous arrivez en disant comment on règle un respirateur, il y a certains cours qui vont vous paraître un petit peu anachroniques. Voilà, c'est pareil pour la sonde d'intubation. C'est voilà, si on n'a jamais manipulé une sonde d'intubation, on peut faire le DU le jour où il y aura un stage pratique en simulation ou lorsque le jour où il y aura vraiment besoin d'intuber ou de réintuber. Ça risque de poser des problèmes. C'est surtout des prérequis qui demandent quelques années d'expérience, mais il n'y a pas forcément un diplôme initial pour accéder au DU de médecine hyperbare. À la limite, vis-à-vis de la faculté, vis-à-vis de la réglementation, la thèse de docteur en médecine suffit. Il y avait une autre question, je pense. Possibilité de faire la médecine hyperbare au cours de l'internat dans la maquette ou en filière. C'est une question intéressante. C'est Quentin qui la pose. La médecine hyperbare, c'est une médecine un petit peu, une compétence un peu orpheline. Et j'en ai discuté avec Karim Attazaroud. Vous savez que dans un avenir proche, bon, les DES ont beaucoup poussé là-dedans, dans cette voie. Il se peut qu'il y ait une fin des DU et des DIU ou des diplômes, formations diplômantes, un peu comme on a vu la fin de la CAMU pour les plus anciens d'entre nous. Et on va passer sur des modules de type FST, formation spécialisée transversale, et il se peut que la médecine hyperbare fasse partie d'une maquette. Et Karim Tazaroud, ben, en prenant la présidence de la SFMU et puis en étant également en ayant passé le DU de médecine hyperbare, hein, pour la petite histoire, était très intéressé pour récupérer en fait la médecine hyperbare ben, au sein de la SFMU d'une part, mais là on est sur de la société savante, mais également pour en faire une sorte de module qui serait peut-être commun ou partagé avec les modules de DES d'anesthésie-réanimation, d'un desk de réanimation médicale ou un module de MU. Ça, c'est un petit peu l'avenir. Pour l'instant, la médecine hyperbare, vous pouvez la faire si vous êtes interne, ça va demander du temps et c'est sur après accord des coordinateurs, hein. Donc généralement au niveau de Lyon, on est assez ouvert là-dessus. Et puis en dehors de la filière, à ce moment-là, il faut avoir il faut avoir au moins un diplôme de médecin. Ben, c'est parfait, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Si on n'avait pas d'autres. Ben, écoutez, je ne sais pas si vous l'entendez, mais je vous remercie tous les quatre d'avoir répondu présent pour les internes et les futurs internes. C'est très intéressant. Et puis, je vous propose de finir la session webinaire pour ce soir. Si. Est-ce qu'il y aura une autre session ou pas? Oui, il y a une prochaine session prévue mardi prochain, le 5 juillet à 19h30.